La famille de Denise Christie a traqué l'assassin de leur mère. La famille de Brandy June a mené une campagne de vengeance implacable qui a envoyé le meurtrier de leur fille dans le couloir de la mort. Et la famille de Leslie Ruiz Basilio. Ils sont devenus détectives pour s'assurer que justice soit faite. Ces familles ont exercé une vengeance impitoyable sur des tueurs en série noire. La famille de Catherine M. Barry. Lorsque la police de Kansas City a découvert le corps d'une femme en mars 1986, étranglée avec un bât dans un bâtiment abandonné, elle ne se doutait pas qu'elle avait devant elle l'œuvre de ce qui allait devenir l'un des tueurs en série les plus célèbres du Missouri. Catherine M. Barry, âgée de 34 ans, a été retrouvée morte le 14 mars 1986 dans un immeuble abandonné près de la 30 rue et de la rue Centrale, à Kansas City, dans le Missouri. Elle n'était pas prostituée, contrairement à la plupart des victimes de Lorenzo Gilliard, et sa sœur Tricia Mitchell, qui a pris la parole lors de sa condamnation, lui a survécu. Pendant 21 ans, la famille de Catherine a refusé de laisser son affaire disparaître dans les dossiers froids qui garnissent les salles d'entreposage des services de police. Sa sœur Tricia Mitchell et son mari Timothy Barry sont devenus des défenseurs acharnés, maintenant un contact constant avec les enquêteurs, participant à des réunions communautaires et veillant à ce que le nom de Catherine reste sur les lèvres de tous les détectives qui travaillent sur les crimes violents à Kansas City. Ils ont compris que sans la pression de la famille, les affaires restaient sans suite, les preuves étaient perdues et les tueurs étaient libérés. Leur persévérance a porté ses fruits lorsque la technologie de l'ADN a permis de relier Lorenzo Gilliard à plusieurs meurtres commis dans la ville. Lorenzo Gilliard a été relié au meurtre de la jeune femme grâce à des preuves ADN, dans le cadre d'une enquête plus large utilisant les nouvelles technologies de l'ADN en 2001. Mais le travail de la famille n'était pas terminé. Elle s'est assurée d'être présente à chaque audience du tribunal, à chaque motion préalable au procès, à chaque moment où l'équipe de défense de Gilliard pourrait tenter de minimiser la vie de leurs proches. Lors de la condamnation, Tricia Mitchell a prononcé une déclaration de la victime qui a transpercé la procédure judiciaire comme une lame. Tricia Mitchell, la sœur de Catherine, a pris la parole lors du prononcé de la sentence, vêtue de turquoise, la couleur préférée de sa sœur, et a décrit Catherine comme une aide-soignante qui avait soutenu ses frères et sœurs depuis leur plus jeune âge, en raison de la violence de leur père. Elle s'est assurée que le tribunal comprenne que Catherine n'était pas une victime comme les autres, mais une sœur, une tante, une femme qui s'est sacrifiée pour sa famille, malgré sa maladie mentale. Gilliard leur a enlevé cela, et pour cela, je ne lui pardonnerai jamais, a déclaré Tricia à la salle d'audience bondée. Ces paroles ne visaient pas seulement à exprimer son chagrin, mais aussi à s'assurer que Gilliard comprenne toute l'ampleur de sa destruction. Timothy Barry a également pris la parole, notant que le procès offrait une petite mesure de justice, reconnaissant leur victoire tout en précisant qu'aucune peine ne pouvait véritablement équilibrer la balance. La justice a été rendue lorsque Gilliard a été reconnu coupable en 2007 et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui a permis à la famille de tourner la page. Alors que la famille de Catherine Barry s'est battue devant les tribunaux pour obtenir justice, la famille suivante a refusé d'accepter la mort naturelle et a mis en place son propre réseau d'enquête pour démasquer un tueur en série. La famille de Doris Gleason, l'établissement de luxe pour personnes âgées, aurait dû être un lieu de confort et de sécurité, où Doris Gleason, 92 ans, aurait pu profiter de son âge d'or, entouré d'un personnel attentionné et de ses compagnons de vie. Au lieu de cela, il est devenu le terrain de chasse d'un prédateur qui a exploité la confiance des citoyens américains les plus vulnérables. Lorsque Shannon Dion a découvert le corps de sa mère le 29 octobre 2016, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Non seulement parce que sa mère était morte, mais aussi parce que son précieux collier d'ange gardien avait disparu. Doris Gleason, âgée de 92 ans, a été retrouvée morte le 29 octobre 2016 à The Tradition, Prestonwood, un établissement de luxe pour personnes âgées à Dallas. Billy Shemirmir l'a étouffée avec un oreiller et a volé ses bijoux, notamment le collier ange gardien de Doris, qui avait une valeur sentimentale car il correspondait à celui porté par sa fille, Shannon Dion, offert par la sœur de Shannon, Nancy, avant son décès en 2003 des suites d'un cancer du pancréas. Alors que la police a d'abord qualifié la mort de Doris de naturelle, après tout, elle avait 92 ans, Shannon a refusé d'accepter leur conclusion. Elle a lancé sa propre enquête, en contactant d'autres familles qui avaient perdu des parents âgés dans des circonstances suspectes. Shannon a découvert un schéma que les forces de l'ordre n'avaient pas vu. Des résidents âgés mourant de manière inattendue après avoir été en contact avec Billy Shemirmir, un agent de santé, et des bijoux de valeur disparaissant mystérieusement de leur chambre. Shannon a transformé son chagrin en une arme contre le système qui avait laissé tomber sa mère. Elle a fondé l'association Secure Our Seniors Safety pour réclamer de meilleures protections, en organisant les familles, en faisant pression pour obtenir des changements législatifs et en refusant de laisser les autorités considérer ces décès comme naturels. Son plaidoyer acharné a permis de mettre au jour ce qui allait devenir l'un des plus grands cas de meurtre en série ciblant des personnes âgées américaines. Lorsque Shemirmir a finalement été arrêté et inculpé, Shannon a veillé à ce qu'il subisse tout le poids de ses crimes.
La justice a été rendue avec sa condamnation en 2022 pour 2 autres meurtres, mais pas spécifiquement pour Doris, et sa mort en prison en 2023, offrant un certain soulagement aux familles. Mais la vengeance de Shannon a pris une forme inattendue. Lorsque Chemirmir a été tué par son compagnon de cellule en septembre 2023, Shannon a réagi avec une honnêteté brutale. Shannon Dion a exprimé son soulagement à la mort de Chemirmir en déclarant « Ma mère est morte dans la peur. Cet homme n'a pas eu une mort paisible. Il y a un certain soulagement à savoir qu'il ne s'en est pas sorti facilement. » Ces paroles traduisent ce que de nombreuses familles ressentent, mais expriment rarement en public. Parfois, la justice ne vient pas des tribunaux, mais de la réalité brutale de la vie carcérale, où les tueurs de personnes âgées sont confrontés à leur propre terreur. Shannon Dion a fondé une organisation pour protéger d'autres personnes âgées, mais la famille suivante a exigé que la vie de leur tueur soit rendue aussi douloureuse que la leur, en audience publique. La famille d'Elizabeth McKeown. Dans les années 1970, Los Angeles était une ville de rêves et de cauchemars, où des femmes âgées vivant seules sont devenues la cible d'un prédateur qui traquait la région de Westchester avec une précision méthodique. Lorsqu'Elizabeth McKeown, 67 ans, a disparu en février 1976, sa famille ne pouvait pas savoir qu'elle entamait une odyssée de 3 décennies qui mettrait à l'épreuve sa détermination et redéfinirait sa conception de la justice. Elizabeth McKeown, âgée de 67 ans, a été portée disparue le 16 février 1976 et son corps a été retrouvé le 18 février 1976 dans le coffre de sa voiture, près de son appartement de Westchester. John Floyd Thomas Jr. l'a violée et étranglée, et des preuves ADN l'ont relié à lui en 2005. Pour sa petite nièce Tracy Michaels, qui avait vécu avec Elizabeth pendant son adolescence, la découverte du corps brutalisé de sa grand-tante a créé une blessure qui ne guérira jamais complètement. Tracy Michaels a refusé qu'Elizabeth devienne une autre affaire classée. Tout au long des années 1980 et 1990, elle est restée en contact avec les détectives, a insisté pour que les preuves soient à nouveau testées au fur et à mesure que la technologie progressait et s'est assuré que l'affaire d'Elizabeth restait active malgré le temps qui passait. Lorsque les preuves ADN ont finalement permis de relier John Floyd Thomas Jr. au meurtre en 2005, Tracy était prête à s'assurer qu'il subisse toutes les conséquences de ses actes. La salle d'audience est devenue le champ de bataille de Tracy, où elle a pu enfin affronter l'homme qui avait hanté ses rêves pendant des décennies. Tracy Michaels, la petite nièce d'Elizabeth, a assisté à la sentence, ayant vécu avec Elizabeth lorsqu'elle était adolescente. Elle a décrit Thomas comme son pire cauchemar et a demandé au juge de supprimer tout confort dans la vie de cet homme et de rendre sa vie aussi douloureuse que la leur. La déclaration de la victime ne visait pas seulement à exprimer sa douleur, mais aussi à faire comprendre à Thomas que ses crimes avaient des conséquences qui se répercutaient sur plusieurs générations. Elle est venue d'Austin, au Texas, pour assister au procès, démontrant ainsi les sacrifices que font les familles pour que justice soit faite. La présence de Tracy dans la salle d'audience a envoyé un message clair. La famille d'Elizabeth n'a pas oublié, n'a pas renoncé et ne se reposera pas tant que son meurtrier n'aura pas payé le prix de ses crimes. Justice a été rendue lorsqu'il a plaidé coupable en 2011 de 7 meurtres, dont le sien, et qu'il a été condamné à 7 peines de prison à perpétuité, dont une sans possibilité de libération conditionnelle, dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à éviter la peine de mort. La famille d'Elizabeth McKeown a exigé que son meurtrier souffre au maximum, mais notre famille suivante a maintenu une pression incessante sur les affaires non résolues jusqu'à ce que le tueur en série le plus prolifique d'Amérique finisse par avouer. La famille de Denise Christie. Les champs de pétrole d'Odessa, au Texas, s'étendent à l'infini sur des plaines plates, où le vent souffle à la fois la prospérité et le désespoir. C'est dans ce paysage hostile que Denise Christie Brothers, une mère de 38 ans souffrant de troubles mentaux, a croisé le chemin du mal en janvier 1994. Pour sa famille, et en particulier pour son fils Dustin Powell, les 24 années suivantes ont été marquées par une quête de réponse qui a fini par révéler qu'ils avaient affaire à l'un des tueurs en série les plus prolifiques d'Amérique. Denise Christie Brothers, âgée de 38 ans, était mère de 2 enfants et souffrait de troubles mentaux. Elle a été vue vivante pour la dernière fois au début du mois de janvier 1994 sur le parking d'un motel situé à l'angle de la 2e rue et de West County Road à Odessa, au Texas. Le 2 février 1994, un employé du service d'embouteillage de Coca-Cola a découvert son corps partiellement vêtu dans un buisson sur un terrain vague au 2700 Van Street, le prenant d'abord pour un mannequin. La famille de Denise a refusé de laisser son affaire tomber dans l'oubli simplement parce qu'elle était marginalisée par la maladie mentale et la pauvreté. Elle a maintenu le contact avec les enquêteurs, a insisté pour que les preuves soient préservées et s'est assurée que les inspecteurs comprennent que la vie de Denise avait de la valeur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouvait. Leur persévérance a permis de maintenir le dossier actif, même si les années se sont transformées en décennies sans réponse. La percée s'est produite en 2018 lorsque le Texas Ranger, James Holland, a commencé à travailler avec Samuel Little, qui a fini par avouer 93 meurtres commis dans plusieurs États.
Little a fourni des informations intimes sur le crime et la victime qui n'ont jamais été rendues publiques, ce qui a renforcé sa culpabilité. Mais la coopération de Samuel Little ne s'est pas faite spontanément. Il a fallu que les forces de l'ordre, poussées par des familles, comme celle de Denise à ne jamais abandonner les affaires non résolues, fassent pression sur lui. Lorsque Little a finalement avoué le meurtre de Denise, fournissant des détails que seul son assassin pouvait connaître, sa famille a vécu le moment qu'elle attendait depuis 24 ans. Little a été inculpé du meurtre de Denise en novembre 2018 et a plaidé coupable le 13 décembre 2018 dans le comté d'Hector, au Texas. L'accord de plaidoyer qui l'a empêché d'aller dans le couloir de la mort était acceptable pour la famille, car il a permis à des dizaines d'autres familles confrontées à une douleur similaire de tourner la page. Après le plaidoyer de culpabilité de Little, sa famille a publié une déclaration exprimant sa gratitude envers les forces de l'ordre, notamment les Texas Rangers, le service de police d'Odessa, le bureau du shérif du comté d'Hector, le FBI et le ministère de la Justice, pour avoir permis de tourner la page après 24 ans. Ces remerciements publics reconnaissent non seulement le travail des enquêteurs, mais aussi leur propre rôle dans le maintien de la pression sur le système pour qu'ils n'oublient jamais Denise Christie Brothers. Si vous pensez que la famille de Denise Brothers a fait preuve de persévérance, la famille suivante a transformé le fait d'avoir été témoin d'un meurtre par téléphone en une campagne qui a abouti à 9 condamnations à mort. La famille de Brandy June. Dans les années 1990, Charlotte, en Caroline du Nord, était une ville d'opportunités où de jeunes familles venaient construire une nouvelle vie et poursuivre le rêve américain. Pour Brandy June Henderson, 18 ans, lycéenne et mère dévouée de Tyrus Woods, 10 mois, l'avenir semblait plein de promesses, malgré les difficultés liées au fait d'être un parent adolescent. Mais le mal avait un visage familier à Charlotte, où Henry Louis Wallace avait appris à exploiter la confiance des femmes avec lesquelles il travaillait, transformant l'amitié en arme de crime. Brandy June Henderson, âgée de 18 ans, était lycéenne et mère d'un fils de 10 mois. Tyrus Woods, lorsqu'elle avait été assassinée le 8 mars 1994 à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle et Woods avaient travaillé avec Wallace au Golden Corral en 1993, et Wallace était un ami de Woods, qui se rendait souvent à leur appartement. La nuit du 8 mars 1994 s'est transformée en un cauchemar qui a marqué toute la vie de Tyrus. Wallace l'a violée alors qu'elle tenait son bébé, puis l'a étranglée à mort. Il a également tenté d'étrangler Tyrus, mais le bébé a survécu. L'agression s'est produite alors que Brandy était au téléphone avec son cousin George Burrell, qui est devenu le témoin involontaire de bruits qu'il ne pouvait pas comprendre au départ, mais qu'il n'oublierait jamais. George Burrell a transformé son traumatisme en une poursuite acharnée de Wallace. Il a collaboré avec la police pour fournir des informations chronologiques cruciales, a poussé les enquêteurs à relier Wallace à d'autres meurtres commis dans la région et a refusé que l'affaire soit traitée comme un incident isolé. Son plaidoyer a permis d'exposer la tendance de Wallace à cibler les femmes qu'il connaissait, transformant les relations de travail en terrain de chasse. Lorsque Wallace a finalement été arrêté et jugé, la famille de George et Brandy s'est assurée que sa voix soit entendue. Wallace a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre, au premier degré, entre autres, et a été condamné à 9 peines de mort. La présence de la famille au procès et les déclarations des victimes ont contribué à ce que Wallace reçoive la peine maximale prévue par la loi. Pour Tyrus Woods, aujourd'hui adulte, le meurtre de sa mère est devenu un traumatisme déterminant qui a façonné toute sa vie. Tyrus s'est exprimé publiquement, notamment dans une interview accordée à ABC 2020 en 2022, sur l'impact profond de la mort de sa mère, déclarant qu'elle avait laissé un vide qu'il ne pourrait jamais combler. Sa volonté de parler publiquement de sa perte a contribué à maintenir les crimes de Wallace dans l'esprit du public et à rappeler à la société que les tueurs en série ne se contentent pas de prendre des vies, ils détruisent des familles entières sur plusieurs générations. George Burrell, qui a survécu au traumatisme d'avoir été au téléphone pendant le meurtre de son cousin, s'est dit épuisé mais soulagé par la condamnation, notant l'absence de remords de Wallace. Leur long combat pour la justice a permis de s'assurer que Wallace n'aurait plus jamais l'occasion de transformer la confiance en meurtre. La famille de Brandy Henderson a envoyé son meurtrier dans le couloir de la mort, mais la famille suivante a découvert le meurtrier de leur fille enceinte lors de ses funérailles et s'est assurée qu'il soit exécuté 2 fois. La famille d'Andrea Triplett. Dans les années 1990, le sud de Los Angeles était un lieu où les rêves et le désespoir s'entrechoquaient, où les familles luttaient pour se construire une vie, tandis que les prédateurs rôdaient dans l'ombre. Lorsque Andrea Triplett, 29 ans, enceinte de 5 mois et demi et mère de 2 jeunes enfants, est devenue une nouvelle victime du tueur du corridor de Figueroa, sa famille a entamé un périple qui allait durer des décennies et contribuer à démasquer l'un des meurtriers en série les plus prolifiques de Californie. Andrea Triplett, âgée de 29 ans, était mère de 2 enfants, une fille de 7 ans et un fils de 10 ans, lorsqu'elle a été assassinée le 2 avril 1993 à South Los Angeles. Elle était enceinte de 5 mois et demi. Son corps, partiellement dénudé, a été retrouvé par un ouvrier du bâtiment derrière un immeuble vacant dans le bloc 7800 de Figueroa Street après avoir été étranglé.
La mère d'Andrea, Jerry Johnson Triplett, a refusé de laisser le meurtre de sa fille disparaître dans la charge de travail écrasante des inspecteurs de la criminelle de Los Angeles. Elle est restée en contact permanent avec les enquêteurs, a insisté pour que les preuves soient préservées et réanalysées au fur et à mesure des progrès technologiques, et a veillé à ce que le dossier d'Andrea reste actif même si des années se sont écoulées sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu. Jerry a compris que sans la pression de la famille, les meurtres commis dans le sud de Los Angeles pouvaient facilement être oubliés. La percée a eu lieu des années plus tard, lorsque Chester Turner a été arrêté pour un viol sans rapport avec l'affaire, en 2002. Turner a été arrêté en 2002 pour un autre viol, et des preuves ADN l'ont relié à 10 meurtres, dont celui d'Andrea. Mais l'identification de Turner comme étant le tueur n'a pas marqué la fin du combat de Jerry. Ce fut le début de sa campagne pour s'assurer qu'il subisse toutes les conséquences de ses crimes. Jerry a assisté à toutes les audiences du tribunal, à toutes les requêtes préalables au procès, et s'est assuré que l'équipe de défense de Turner comprenait que la famille d'Andrea veillait sur elle. Le 30 avril 2007, il a été reconnu coupable de 10 meurtres au premier degré et du meurtre au second degré de l'enfant à naître de Regina Washington. Il a été condamné à mort le 10 juillet 2007. Lorsque Turner a été reconnu coupable d'autres meurtres en 2014 et condamné à nouveau à la peine capitale, Jerry était de nouveau présente. L'un des aspects les plus effrayants de l'affaire Andrea a été révélé au cours du procès. Turner a assisté à un dîner en l'honneur d'Andrea, mangeant avec les personnes en deuil tout en dissimulant sa culpabilité. Cette révélation, le fait que le tueur ait assisté au service commémoratif d'Andrea, acceptant les condoléances tout en sachant qu'il était responsable de sa mort, est devenu une source de traumatisme supplémentaire pour la famille, mais a également renforcé sa détermination à le voir exécuté. Le combat mené par Jerry pendant des décennies a permis de s'assurer que Turner ne quitterait jamais le couloir de la mort, que l'enfant à naître d'Andrea serait considéré comme une victime, et que d'autres familles obtiendraient également justice pour leurs proches. Alors que la mère d'Andrea Triplett a obtenu plusieurs condamnations à mort pour l'assassin de sa fille, la famille suivante a organisé d'autres victimes pour créer un groupe de travail qui a arrêté un tueur en série. La famille de Geraldine DeSoto. En 2002, la Louisiane était en proie à la peur, car des femmes de la région de Baton Rouge étaient sauvagement assassinées par un tueur inconnu qui semblait frapper sans modèle ni avertissement. Lorsque Geraldine DeSoto, 21 ans, étudiante diplômée de l'Université de Louisiane, a été retrouvée battue et tailladée à mort dans son mobile home, sa famille s'est jointe à un réseau de plus en plus important de proches qui exigeait que les forces de l'ordre trouvent le monstre responsable de la terreur qui régnait dans leur communauté. Geraldine Amanda Barr. DeSoto, âgée de 21 ans, était une étudiante diplômée de LSU qui suivait des cours d'ergothérapie. Le 14 janvier 2002, elle a été attaquée dans son mobile home situé sur l'autoroute 1 à Addis en Louisiane. Les recherches suggèrent qu'un homme nommé Derrick Todd Lee s'est introduit chez elle vers midi, l'a frappée avec un téléphone, l'a poignardée à 3 reprises et lorsqu'elle a saisi un fusil de chasse pour se défendre, il l'a arrachée, lui a tranché la gorge d'une oreille à l'autre et l'a piétinée. Les parents de Geraldine, John et Melanie Barr, ainsi que sa sœur Brandy Barr Carney, ont refusé que le meurtre de leur fille ne devienne qu'une affaire non résolue de plus dans la pile croissante des meurtres commis dans la région de Baton Rouge. Elles se sont organisées avec d'autres familles de victimes, ont fait pression sur la police pour qu'elle augmente les ressources allouées à l'enquête et ont veillé à ce que les médias comprennent qu'il ne s'agissait pas de crimes commis au hasard, mais de l'œuvre d'un tueur en série dont la violence et la fréquence ne cessèrent de croître. La pression collective exercée par les familles a permis de convaincre les forces de l'ordre de créer un groupe de travail chargé d'arrêter celui que les médias avaient surnommé le tueur en série de Baton Rouge. Leur action a permis de maintenir les affaires sous les feux de l'actualité et a finalement conduit à l'arrestation de Derrick Todd Lee. L'ADN sous ses ongles correspondait à celui de Lee, confirmé par Reliagen Technology à la Nouvelle-Orléans après des résultats initiaux non concluants du laboratoire de la police criminelle de l'État. Lorsque Lee a finalement été jugé, la famille de Geraldine a fait en sorte que sa présence soit ressentie dans la salle d'audience. Le 10 août 2004, un jury de West Baton Rouge Parish l'a reconnu coupable de meurtre au second degré après moins de 2 heures de délibération, le condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La rapidité de la condamnation reflète non seulement la solidité des preuves, mais aussi la rigueur de l'enquête pour laquelle les familles s'étaient battues. Ses parents ont assisté au procès et ont fondu en larmes à l'énoncé du verdict, exprimant leur gratitude d'avoir pu tourner la page. Leur réaction émotionnelle traduisait à la fois le soulagement de savoir que Lee ne tuerait plus jamais et le chagrin complexe qui accompagne la justice, la satisfaction que le tueur ait été arrêté, mais la douleur durable que Geraldine soit partie pour toujours. Lorsque Lee est décédé en prison en 2016 des suites d'une maladie cardiaque, le long combat de la famille a finalement abouti. Le meurtrier de leur fille est mort et ne peut plus faire de mal à personne. La famille de Geraldine DeSoto a contribué à démasquer un tueur en série grâce à une action collective, mais la famille suivante s'est battue pour que le tueur de leur fille reste enfermé à vie. La famille de Teresa Mack. À la fin des années 1990, Jacksonville, en Floride,
était une ville où les jeunes femmes qui tentaient de se construire une vie indépendante se retrouvaient à la cible d'un prédateur qui utilisait ses fonctions de chauffeur de taxi et d'agent de sécurité pour entrer en contact avec ses victimes. Lorsque Tyresa Mack, âgée de 24 ans, a été retrouvée étranglée dans son appartement en 1999, sa famille a entamé un combat pour la justice qui allait prendre des années et nécessiter une pression incessante sur un système judiciaire qui semblait réticent à demander des comptes à son meurtrier. Tyresa Mack, âgée de 24 ans, a été retrouvée morte dans son appartement de Jacksonville, en Floride, en 1999. Son corps a été découvert nu à partir de la taille, avec une corde blanche enroulée autour de son cou, ce qui indique qu'elle a été étranglée. Des témoins l'ont vu quitter son appartement en emportant une télévision, et son ADN a été retrouvé dans son corps, ce qui confirme l'agression sexuelle. La famille de Tyresa a refusé que son meurtre soit considéré comme un autre crime commis dans un quartier défavorisé. Elle a maintenu la pression sur la police de Jacksonville pour qu'elle mène une enquête approfondie, a insisté pour que les preuves ADN soient testées rapidement et s'est assurée que les inspecteurs comprennent que la vie de Tyresa comptait. Leur action a permis de s'assurer que lorsque Paul Durousseau a finalement été identifié comme suspect en 2003, les preuves contre lui étaient solides et convaincantes. Le combat de la famille s'est intensifié lorsque Durousseau a été jugé. Ils ont assisté à toutes les séances du tribunal, ont fait des déclarations de victimes et ont veillé à ce que le jury comprenne toute l'ampleur de ce qui leur avait été enlevé. Le 13 décembre 2007, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Mack et condamné à la peine de mort par injection létale, par un vote du jury de 10 voix contre 2. Mais leur victoire n'a été que temporaire. En janvier 2017, la Cour suprême de Floride a annulé cette décision en raison de l'absence d'unanimité, citant l'affaire Hearst v. Florida. La famille a été confrontée à la perspective dévastatrice de voir l'assassin de leur fille échapper au couloir de la mort sur un point de détail juridique, mais elle a refusé d'abandonner. Grâce à des groupes de défense des victimes et à une pression continue sur les procureurs, ils ont obtenu que Durousseau soit soumis à une nouvelle phase d'application de la peine. Il a été condamné à nouveau à la prison à vie le 10 décembre 2021, après qu'un nouveau jury eut envisagé la peine de mort, mais opté pour la réclusion à perpétuité. Alors que la famille aurait préféré la peine de mort, ces années de plaidoyer ont permis de s'assurer que Durousseau n'aurait plus jamais l'occasion de tuer à nouveau. Alors que la famille de Tyresa Mack s'est battue devant les tribunaux pour obtenir un emprisonnement permanent, la famille suivante a transformé les images du meurtre brutal de leur fille en preuve pour obtenir 7 peines d'emprisonnement à vie, plus 296 ans. La famille de Leslie Ruiz Basilio. En 2021, le Delaware était censé être un lieu d'opportunité et de sécurité, où les familles qui travaillaient dur pouvaient offrir une vie meilleure à leurs enfants. Pour Leslie Ruiz Basilio, 28 ans, mère de 2 enfants et employée dans un magasin Metro by T-Mobile à Ellesmere, chaque jour représentait un pas de plus vers l'avenir de sa famille. Mais le 15 mai 2021, ses rêves et le monde de sa famille ont été brisés par un tireur masqué dont la violence allait déclencher l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'histoire récente du Delaware. Leslie Lisette Ruiz Basilio, âgée de 28 ans, était mère de 2 enfants et employée dans un magasin Metro by T-Mobile à Ellesmere, dans le Delaware. Le 15 mai 2021, Keith Gibson, masqué et armé d'un revolver, est entré dans le magasin. Les images de surveillance le montrent en train de confronter Ruiz Basilio, de la traîner à l'arrière du magasin et de lui tirer une balle dans la tête à bout portant alors qu'elle levait les bras pour se défendre. La famille de Leslie, emmenée par sa mère, a refusé que le meurtre de leur fille soit traité comme un énième vol ayant mal tourné. Ils ont organisé des veillées devant le magasin, créé des expositions commémoratives qui ont permis de garder l'histoire de Leslie sous les yeux du public et maintenu la pression sur les forces de l'ordre pour qu'elles trouvent son assassin. Des affiches en anglais et en espagnol à l'extérieur du magasin témoignent d'une profonde tristesse, dont l'une, attribuée à la mère de Leslie, dit « Vous avez maltraité ma pauvre fille ». Leur action publique a contribué à faire de la capture de Gibson une priorité pour les forces de l'ordre. Lorsqu'il a été arrêté après un autre vol avec violence, la famille de Leslie s'est assurée que les procureurs comprennent qu'elle voulait les peines les plus lourdes possibles. Ils ont assisté à toutes les audiences du tribunal, ont fait de puissantes déclarations de victimes et ont refusé d'accepter tout accord de plaidoyer qui aurait pu réduire la peine de Gibson. La présence de la famille tout au long de la procédure judiciaire a permis de s'assurer que Gibson subisse toutes les conséquences de ses crimes. Le 14 novembre 2023, à l'issue d'un procès de 2 semaines, un jury l'a reconnu coupable de meurtre et de vol qualifié pour les meurtres de Ruiz Basilio et de Ronald Wright. Le 13 mars 2024, le juge Ferris Wharton de la Cour supérieure du Delaware l'a condamné à 7 peines d'emprisonnement, à perpétuité, plus de 296 ans. Les enfants de Leslie, qui grandissent maintenant sans leur mère, ont pu constater la détermination de leur famille à obtenir justice pour sa mort. Les panneaux commémoratifs bilingues de la communauté reflètent non seulement le chagrin, mais aussi le refus d'une famille de laisser l'assassin de leur fille échapper à la responsabilité d'avoir détruit leur vie.
La famille de Leslie Ruiz Basilio a usé de la pression publique pour maximiser la peine de son meurtrier. Mais le plaidoyer persistant de cette autre famille a convaincu un témoin de se manifester enfin après des décennies. La famille d'Ellen Dutcher. À la fin des années 1970, le Michigan était terrorisé par un tueur surnommé Sunday Morning Slasher pour ses attaques brutales contre des femmes, souvent commises le week-end, lorsque ses victimes étaient les plus vulnérables. Lorsque Helen Dutcher, 36 ans, a été poignardée 12 fois dans une ruelle de Ferndale en décembre 1979, sa famille a entamé ce qui allait devenir un combat de 25 ans pour que son meurtrier soit traduit en justice. Un combat qui allait finalement permettre de démasquer l'un des meurtriers en série les plus prolifiques d'Amérique. Helen Dutcher, âgée de 36 ans, a été poignardée 12 fois dans une allée près de 8 Mile et Woodward Avenue à Ferndale, dans le Michigan, le 1er décembre 1979. Foy a vu Watts, décrit comme ayant des yeux diaboliques et sans émotion, poignarder Dutcher à plusieurs reprises dans le cou et le dos, ce qui a entraîné sa mort. Peggy Dutcher, la belle-sœur d'Helen, a refusé de laisser l'affaire disparaître dans la pile croissante des meurtres non élucidés du Michigan. Elle essaie de rester en contact avec les détectives, a insisté pour que les preuves soient préservées et a veillé à ce que l'affaire d'Helen reste active, alors même que Coral Eugene Watts continuait à tuer dans d'autres États. Peggy a compris que sans la pression de la famille, les affaires restaient en suspens et les tueurs échappaient à la justice. Le déclic s'est produit en 2004 lorsque le procureur général du Michigan, Mike Cox, a lancé une campagne télévisée demandant des informations sur des meurtres non résolus. Le témoin Joseph Foy, qui avait assisté à l'agression 25 ans plus tôt, a reconnu Watts lors de l'émission et a contacté les autorités. Le témoignage de Foy, combiné aux aveux de Watts faits au Texas et considérés comme des preuves, a conduit à l'inculpation de ce dernier. Peggy Dutcher s'est assurée d'être présente lorsque Watts a finalement été jugé pour le meurtre d'Helen. Sa présence dans la salle d'audience a envoyé un message clair. La famille d'Helen n'a jamais oublié, n'a jamais abandonné et fera en sorte que justice soit rendue, quel que soit le temps que cela prendra. Le 17 novembre 2004, un jury du Michigan l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat d'Helen Dutcher à l'issue d'un procès de 7 jours, au cours duquel les souvenirs détaillés de Foy, y compris un croquis datant de 1979, ont joué un rôle essentiel. Peggy Dutcher a assisté au procès de 2004 et a exprimé son soulagement en déclarant « C'est ce pourquoi nous avons prié », après le verdict. Son combat de 25 ans avait finalement pris fin avec la condamnation de Watts à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque Watts est mort en prison en 2007 des suites d'un cancer de la prostate, la longue bataille de Peggy pour la justice a atteint sa conclusion finale avec la mort de l'assassin d'Helen et son incapacité à faire du mal à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.